À la une de ce journal, les USA, pas satisfaits du retrait de la FCM 23 de la ville d'Uvira, a rapporté ce mardi Reuters qui cite un haut responsable américain. L'actualité sécuritaire, c'est aussi la nomination d'un Américain à la tête de la MONUSCO en remplacement de la Guinéenne Bintou Keïta, le nouveau patron de la force onusienne en RDC ou de la mission onusienne en RDC s'appelle David Gressly. Il connaît bien la RDC, vous le verrez. Et puis une ancienne compagne de l'activiste panafricaniste Kémy Séba a été interpellée au Bénin par la brigade économique et financière, la BEF, puis placée en garde à vue selon des sources concordantes. L'opposant béninois a dénoncé justement une dérive dictatoriale. Et en sport, la RDC a réussi son entrée en lice à la 35e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Bénin. Les Léopards ont fait l'essentiel devant un adversaire atypique. L'unique but de ce match a été inscrit par Théo Bongonda. Notre envoyé spécial, Christian Bokaya, reviendra sur les temps forts de ce match depuis le stade El Baride de Rabat. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Madame, Messieurs, l'administration Trump ne s'est pas dite satisfaite du retrait du M23 soutenu par le Rwanda d'Uvira, a déclaré Reuters, un haut responsable américain, alors que des habitants faisaient état mardi des poursuites d'affrontements dans les environs lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU il y a quelques jours, justement, soit le vendredi passé. Les États-Unis avaient appelé la FCM 23 se retirer sur plus de 130 km jusqu'à Kamanyola pour être précis, son point de départ initial. Certains combattants du M23 restent à Uvira portant des uniformes policiers au lieu d'uniformes militaires, ont déclaré deux habitants à Reuters mardi. Le gouvernement congolais et l'armée, notamment les FARDC, avaient également dénoncé la même chose. Et toujours dans l'actualité sécuritaire en RDC, 4 jours après le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies, un Américain, David Gressly, prend la tête de la mission onusienne en remplacement de la Guinéenne Bintou Keïta qui a démissionné prématurément fin novembre 2025. Contrairement au précédent mandat, la MONUSCO a un mandat offensif et de médiation politique dans un contexte de conflit persistant marqué par la progression de rebelles du M23 AFC soutenus par l'armée rwandaise dans l'est de la RDC, ainsi que le dialogue inclusif intercongolais. David Gressly est ancien fonctionnaire de l'ONU. Il a précédemment occupé le poste de représentant spécial adjoint de la MONUSCO de 2015 à 2021, une candidature influencée par l'administration Trump. À l'Assemblée nationale, dans le cadre du contrôle parlementaire, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au menu, les dossiers relatifs à l'affiliation des éléments des FARDC et de la police nationale congolaise à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Dans le cadre de l'exercice de redevabilité, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a procédé à l'audition du VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. En effet, les honorables membres de cette commission ont voulu s'imprégner du dossier relatif à l'affiliation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Après avoir écouté les questions techniques et calibrées des élus du peuple, membres effectifs de la commission défense et sécurité dans une séance à huis clos, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, au dire de certains élus, a répondu aux questions lui posées par les députés nationaux et promet d'envoyer d'autres réponses bien structurées par écrit, signalant que la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale poursuit avec cette série d'auditions sans désemparer. Les différents membres du gouvernement seront appelés à rendre compte aux élus conformément aux dispositions légales.
Le ministre des Mines, Louatum Kabomba, met un point d'honneur à la revalorisation des géologues congolais, acteurs clés de la connaissance du sous-sol national, surtout en cette période où les mines congolaises sont mises en avant à travers l'accord de Washington. Une délégation de ces scientifiques de la Terre a été reçue par le ministre dans son bureau. Elle a été conduite par Patrick Tchei. Depuis son arrivée à la tête du ministère des Mines, le ministre Louatum Kabomba semble déterminé à remettre à leur place les géologues congolais, acteurs clés de la connaissance du sous-sol national. C'est dans cette logique qu'il a accordé une audience à une délégation de géologues congolais conduite par le deuxième vice-président de l'ordre des géologues, Patrick Tchei. Au menu, la présentation de l'ordre des géologues et la commission des géologues. Il a été question de présenter l'ordre et la commission spéciale au ministre. Nous avons également parlé de son fonctionnement, son organisation et du processus d'enregistrement des premiers membres au tableau de l'ordre. L'autorité a été très réceptive. Et au-delà de ça, nous avons également touché à d'autres sujets, des sujets en rapport avec la valorisation du patrimoine géologique national. L'autorité est vraiment engagée, il est déterminé. Alors, nous aussi, nous lui avons rassuré de notre disponibilité. Les géologues sont très disponibles pour travailler ensemble avec le ministère des Mines. Le ministre Louatum Kabomba a réaffirmé sa volonté d'accompagner les géologues congolais dans leur mission. Présente à cette audience, la délégation accompagnée du secrétaire général de l'ordre des géologues s'est dite satisfaite de la qualité des échanges et encouragée par l'engagement du ministre en faveur d'une exploration géologique souveraine et durable. Une vision qui confirme la volonté du gouvernement de renforcer les compétences nationales et de bâtir une gouvernance minière fondée sur la connaissance du sous-sol congolais. Et face à la presse, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a annoncé que la RDC a enregistré une performance satisfaisante auprès du FMI avec un taux de validation de 85%, indicateur malgré le contexte sécuritaire difficile marqué par la guerre dans l'est du pays. Cette avancée obtenue sous le leadership du chef de l'État a permis la validation de revues clés des programmes, notamment FEC, FRD et le décaissement de 442 millions de dollars en appui aux réformes et aux projets structurants du pays, tels que nous l'avons abordé le samedi dernier dans ce journal. Dans un souci de redevabilité et de transparence, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likonde Libotaï a tenu un point de presse consacré à la validation par le Fonds monétaire international de la deuxième revue de programme FEC et de la première revue du programme FRD en faveur de la République démocratique du Congo. Ce point de presse s'est déroulé en présence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, et du représentant résident du FMI, René Tapsoba. Le ministre des Finances y a présenté les enjeux et les bénéfices de ces deux programmes, ainsi que les réformes mises en œuvre pour consolider la stabilité macroéconomique, renforcer la gouvernance publique et soutenir une croissance plus inclusive. Malgré le contexte sécuritaire marqué par la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et ses répercussions sur les finances publiques, le gouvernement, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a satisfait aux exigences du FMI avec un taux de validation de 85% des indicateurs. Les mesures arrêtées, notamment en matière de discipline budgétaire, des priorisations des dépenses essentielles et des mobilisations des recettes internes ont permis d'atteindre la cible du déficit budgétaire intérieur, de préserver la soutenabilité des finances publiques et de maintenir l'espace budgétaire social. À l'issue de ces processus, la République démocratique du Congo a bénéficié d'un décaissement de 442 millions de dollars destinés à appuyer des projets structurants, notamment dans les secteurs de l'énergie, du capital humain, de la réforme des finances publiques et des infrastructures. Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale ont ensuite répondu aux questions portant notamment sur la coordination des politiques économiques, les réformes ayant conduit à ces validations, les secteurs appelés à bénéficier de l'appui budgétaire ainsi que de l'engagement du gouvernement à préserver la stabilité du cadre macroéconomique.
Et 6 ans après sa création, Ensemble pour la République a célébré son anniversaire sous le signe de la contestation. Dans un discours offensif, Moïse Katumbi Tchapoué a dressé un réquisitoire sévère contre le bilan du président Félix Tshisekedi, qu'il accuse d'avoir plongé le pays dans une crise multiforme, tout en annonçant la mise en place d'un directoire national pour renforcer l'alternative politique portée par son parti. 6 ans après sa création, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué a commémoré son anniversaire dans un contexte politique marqué par des profondes interrogations sur la gouvernance du pays. À cette occasion, son président Moïse Katumbi Tchapoué a, dans un communiqué, tenu des propos sans concession, dressant ce qu'il qualifie des tableaux sombres du mandat du président Félix Tshisekedi. Dans sa correspondance, l'ancien gouverneur du Katanga a dénoncé une dégradation continue des conditions de vie de la population congolaise, pointant du doigt l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, la flambée des prix des denrées de première nécessité, la crise de l'emploi et la fragilisation des institutions. Pour Moïse Katumbi, les promesses du changement faites en 2019 n'ont pas produit les résultats escomptés, laissant place à une gouvernance qu'il juge inefficace et éloignée des aspirations du peuple. Sur le plan économique, le leader d'Ensemble pour la République a fustigé ce qu'il considère comme une mauvaise gestion des ressources nationales, estimant que la croissance annoncée ne reflète pas dans le quotidien des Congolais. Il a également critiqué la persistance de la corruption et le manque de réformes structurelles capables de relancer durablement les développements du pays, tout en proposant un dialogue inclusif et courageux, pouvant réunir toute la classe politique congolaise. Au-delà de la critique politique, cette célébration a aussi été marquée par un acte fort d'organisation interne. Moïse Katumbi Tchapoué a procédé à la nomination d'un directoire national, une structure appelée à renforcer la cohésion du parti et à redynamiser son action sur l'ensemble du territoire national. Salomon Idi Kalonda fait partie de 6 membres du directoire exécutif national. Et ces personnalités ont été choisies pour leurs compétences, leur engagement démocratique et leur intégrité. La structure appelée à renforcer la cohésion du parti et à redynamiser son action sur l'ensemble du territoire national. Ce directoire aura pour mission de consolider l'implantation d'Ensemble pour la République à la base, de préparer les échéances politiques futures et de porter les projets de société du parti et bâtir un front commun en faveur d'un dialogue national inclusif. Moïse Katumbi Tchapoué a réaffirmé la détermination de son parti à incarner une alternative crédible au pouvoir en place. Il a appelé les militants à l'unité, à la discipline, à la mobilisation, convaincu que les 6 prochaines années doivent être celles d'un combat politique axé sur la restauration de l'état de droit, la justice sociale et la dignité du peuple congolais. En séjour officiel dans le Haut-Katanga, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, s'est activement impliqué dans la résolution de plusieurs dossiers sociaux sensibles, dépêchés par le président de la République et la première ministre, dignement accueillis par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Il est notamment intervenu à l'entreprise Chemaf et TFM et engagé des concertations pour désamorcer des crises en vue de préserver l'emploi des travailleurs congolais. Pour entamer son séjour officiel dans la province du Haut-Katanga, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a été reçu ce lundi 21 décembre par le gouverneur intérimaire de la province. Les échanges ont porté sur plusieurs questions majeures, notamment sa mission officielle dans la province. En effet, le ministre Ferdinand Massamba a été dépêché par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa, afin de désamorcer les tensions sociales au sein de l'entreprise Chemaf, actuellement en procédure des ventes. On m'a dépêché pour calmer les esprits et leur dire que nous travaillons dans les beaux sens, dans le sens de préserver les emplois et en même temps que l'entreprise puisse céder à un acheteur de son choix, mais avec des conditions qui sont requises par la loi. Fidèle à sa réputation d'homme de terrain, le ministre s'est rendu personnellement à Chemaf pour échanger avec toutes les parties prenantes. Étant donné que nous avons reçu des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à deux reprises, qui nous demande de trouver un cadre pour discuter de la situation de Chemaf, qui veut vendre l'entreprise à un autre acquéreur. Les discussions avancent bien. J'ai été dépêché par le gouvernement, par son Excellence Madame la Première ministre, pour venir prendre des langues avec
les cadres de CHEMAF et la délégation syndicale qui est ici, pour les rassurer que les discussions vont aboutir à une conclusion positive. Une démarche saluée aussi bien par la direction que par la délégation syndicale de l'entreprise qui ont reconnu l'implication personnelle du ministre. C'est d'abord une grande joie que nous avons de recevoir en personne son Excellence, Monsieur le Ministre, venir ici pour nous apporter cette nouvelle. Avant de clôturer son séjour, le ministre de l'Emploi et du Travail a réuni l'entreprise TFM et son sous-traitant en transport à Barikani autour du contentieux lié au licenciement des plus de 300 agents. Un délai a été accordé aux deux parties pour trouver un terrain d'entente, faute de quoi le ministre se réserve le droit de bloquer cette opération déterminée à préserver les emplois des travailleurs congolais. La force défensive de l'UDPS, une structure de la jeunesse du parti au pouvoir, vient d'adhérer officiellement à l'Union sacrée de la nation. À travers cet acte, elle dit réaffirmer son soutien indéfectible au chef de l'État et aux institutions de la République. C'est en présence du conseiller politique du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation que s'est tenue cette brève cérémonie, mais très significative. La FD a signé son adhésion à l'Union sacrée de la nation, plateforme politique de la majorité au pouvoir. Un acte hautement symbolique qui confirme la loyauté de la force défensive de l'Union pour la démocratie et le progrès social envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous venons officiellement adhérer à la charte de l'Union sacrée. C'est la raison de notre présence parmi vous. Nous sommes tous des Congolais et pour défendre la patrie, nous venons pour défendre la bonne cause. C'est ainsi que nous avons décidé de venir adhérer officiellement comme membre effectif de l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation peut désormais compter avec la force défensive de l'UDPS. Cette dernière entend mouiller le maillot pour faire rayonner ses idéaux. Pourquoi nous avons choisi ces moments? C'est parce que nous tendons vers la fin de l'année et nous avons voulu que cet événement clôture l'année 2025. Nous l'avons fait pour manifester notre attachement à l'idée du chef de l'État de créer la plateforme qui est une force politique pour l'accompagner dans sa vision. Et pourquoi maintenant? C'est parce que notre pays est convoité par le Rwanda. Il est aujourd'hui le théâtre des atrocités. C'est pourquoi nous avons fait cet acte pour manifester notre patriotisme et notre attachement à la mère patrie. La force défensive de l'UDPS est une structure de la jeunesse du parti au pouvoir, dirigée par aussi Chimanga Kabangu. Elle lutte contre l'impunité, soutient la vision du chef de l'État et milite pour la mise en œuvre des idéaux du Sphinx de Limete Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il s'est tenu du 19 au 20 décembre dernier à Gbadolité, dans la province du Nord-Ubangi, la 90e édition de la formation en économie positive et solidaire EPSO, une formation offerte gratuitement par le docteur Michel Mouvoudi, fondateur et président du groupe CIDE Solidarité. La cérémonie d'ouverture de cette formation de haute portée a été présidée par Jean Bosco Kotongo, gouverneur du Nord-Ubangi. Une formation qui a connu la participation de 250 acteurs de développement venus de différentes couches, dont principalement les jeunes, les femmes, mais aussi les membres du gouvernement provincial et ceux du conseil provincial de la jeunesse. Économie positive et solidaire, EPSO, est un programme ambitieux mis en place par le docteur Michel Mouvoudi depuis 2019 à travers sa plateforme les groupes Sud de Solidarité, qui consiste à capaciter les acteurs de développement, dont principalement les jeunes et les femmes, dans le développement de leur capital humain pour une plus grande rentabilité économique de chaque personne. Il se poursuit après la phase d'immersion avec la mise en place des programmes générateurs de revenus PGR et l'identification d'autres besoins en formation pratique pour rendre chaque personne capable d'entreprendre. Au vu de la forte demande exprimée par les participants et les autorités du Nord-Ubangi, une autre session de formation en EPSO est prévue en janvier 2026. Nous avons constaté qu'il y a des compétences qui existent dans la province. La province a du potentiel en termes de capacité, en termes de produits, mais on n'est pas connecté, on ne sait pas qui fait quoi. Et aujourd'hui, je crois que cette formation est pertinente dans la mesure où elle va lancer un filet, elle va lancer un réseau qui permettra à ce que les uns et les autres communiquent, partagent et comment nous pouvons booster ensemble le développement de notre province et contribuer au développement de la RDC et pourquoi pas de l'humanité tout entière. Mettant à profit son séjour à Gbadolité, Dr Michel Mouvoudi a visité une belle initiative d'un Sudien qui sera boostée grâce au Sud Market. Docteur Théo, médecin de base,
mais il a lancé sa chaîne de production de semoule de maïs. Il est autour de 1000 sacs par an, mais avec la demande qui va exploser grâce à notre solidarité, il est prêt à tripler, quadrupler la production. Ça, c'est un échantillon, n'est-ce pas? Pour vous dire encore une fois de plus qu'il est dedans, il travaille. L'idée maintenant avec le site market, c'est que nous allons mettre ce produit en réseau pour que nous, partout là où nous sommes en RDC, même en dehors de la RDC, nous puissions acheter, renvoyer des capitaux aussi, afin de permettre à ceux qu'ils puissent encore tripler, quadrupler, n'est-ce pas, sa production. Notons que le groupe Sud Solidarité, créé en juin 2016 par le docteur Michel Movoudi, est une structure non politique, non confessionnelle et bénévole de solidarité pour le développement du capital humain qui compte actuellement plus de 300 000 membres répartis dans plus de 250 coordinations en RDC et dans d'autres pays africains. Le professeur Jean-Louis Sambo a procédé au vernissage de son ouvrage intitulé « L'art de rédiger une norme juridique en RDC », une œuvre de référence consacrée à l'amélioration de la qualité de la production législative congolaise. Devant un parterre d'universitaires, de juristes et d'autorités publiques, l'auteur a mis en lumière les enjeux de la rigueur rédactionnelle des normes juridiques essentielles à la consolidation de l'état de droit en RDC. La cérémonie des vernissages du livre intitulé « L'art de rédiger une norme juridique en République démocratique du Congo », œuvre du professeur Jean-Louis Sambo, s'est tenue dans une atmosphère empreinte de rigueur intellectuelle et d'engagement pour l'amélioration de la qualité du droit congolais. Cet événement a réuni des universitaires, des praticiens du droit, des responsables institutionnels ainsi que des étudiants venus découvrir une contribution majeure à la science juridique nationale. Dans son ouvrage, le professeur Jean-Louis Sambo propose une réflexion approfondie sur les techniques de rédaction des normes juridiques en RDC. Il met en lumière les exigences de clarté, de cohérence et de précision qui doivent guider l'élaboration des lois, règlements et autres actes normatifs afin de garantir leur efficacité et leur intelligibilité pour les citoyens comme pour les institutions. Le contenu du livre, je pose d'abord les principes qui gouvernent toute administration. Qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qu'il faut éviter. Ensuite, je parle de la question du style administratif. Le style juridique n'est pas un style qui est connu par tout le monde. Il y a des règles, il y a des canaux par lesquels il faut passer. Et en troisième lieu, je parle de la fabrique de la norme. Comment on rédige une loi, comment on rédige une ordonnance, comment on rédige un décret, comment on rédige un arrêté. Et le quatrième chapitre aborde la question des correspondances administratives avec ses écarts, mais aussi ses vertus. Les intervenants ont salué une œuvre pédagogique et méthodologique qui s'inscrit dans un contexte où la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique exigent des normes juridiques bien pensées et techniquement maîtrisées. Le livre est également perçu comme un manuel de référence pour l'enseignement du droit, contribuant à la formation d'une nouvelle génération de juristes congolais. La cérémonie des vernissages s'est achevée par des échanges académiques enrichissants et une séance de dédicaces témoignant de l'intérêt suscité par cet ouvrage. La RDC accélère la modernisation de son enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le Fonds de développement du service universitaire ont signé un partenariat stratégique visant à promouvoir l'enseignement ouvert et à distance afin de réduire les inégalités d'accès à l'université à travers le pays. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation et le Fonds de développement du service universel ont scellé un partenariat stratégique en faveur de l'enseignement ouvert et à distance. Ce mémorandum d'entente a été signé par la ministre de l'ESU, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo et la directrice générale adjointe du Fonds de développement du service universel, Marie-Laure Lipaskanda. Un accord qui vise à réduire les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur à travers tout le pays. Dans un pays marqué par des fortes disparités territoriales et une population estudiantine en constante augmentation, l'enseignement à distance apparaît comme une solution incontournable. Le Fonds de développement du service universel apportera son appui technique
connectivité, infrastructures numériques et équipements pour garantir un néo-défi fiable et durable. L'objectif est clair, permettre à chaque étudiant congolais, où qu'il se trouve, d'accéder à une formation universitaire de qualité sans quitter sa province. Ce partenariat s'inscrit donc dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du numérique et de l'éducation des piliers du développement national. En connectant les universités, la RDC connecte surtout l'avenir de sa jeunesse et celui de la nation. Et à l'occasion des festivités de la Nativité, la Direction générale des impôts, la DGI, a tenu à présenter ses vœux au garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République et aux membres des institutions politiques à l'occasion des festivités de Noël 2025 et de Nouvel An 2026. La haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à toute sa famille, le meilleur vœu de santé, de longévité, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël 2025 et de Nouvel An 2026. Puisse le Très-Haut assister le chef de l'État dans ses efforts inlassables en vue de la consolidation de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de l'amélioration du bien-être du peuple congolais, gage de la prospérité de notre pays. Les mêmes vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et aux membres de leurs institutions respectives. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à ne ménager aucun effort pour mobiliser davantage les recettes indispensables à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État et à la restauration de l'intégrité du territoire national. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2025, Barnabé Mwakadi Mwamba. Et l'actualité au Bénin, l'activiste panafricaniste Kémy Séba, sous mandat d'arrêt international, a dénoncé dans une vidéo publiée sur Facebook l'enlèvement de son ex-femme Pedro Sakombi par les éléments de la brigade économique et financière au Bénin, en exil à l'étranger, à un endroit tenu secret pour l'instant. L'activiste ou le panafricaniste a dénoncé une barbarie envers une femme apolitique et gravement malade, kidnappée par ailleurs. Je vous propose de suivre un extrait de son live d'hier. Nous ne sommes plus en couple, qui n'a donc aucune information sur moi, sur l'endroit où je me trouve, où je me situe, parce que c'est pour ça que vous l'avez kidnappé, pour essayer de me tracer, parce que dans le processus néocolonial dans lequel le gouvernement béninois est installé, sa logique, c'est de kidnapper, telle une mafia, l'entourage de l'ennemi qu'il a pour trouver sa trace et essayer donc de mettre la main sur lui. C'est comme ça que Patrice Lumumba a été arrêté. Les valets coloniaux ont kidnappé sa femme, afin que celui-ci, justement, puisse rentrer, et il l'a fini assassiné. Président Patrice Talon, je vous le dis avec simplicité, les hommes, ils se battent quand ils ont un adversaire politique, homme, ils se battent contre cet homme-là. S'attaquer à des innocents, s'attaquer à des mères d'enfants, s'attaquer à la femme ou à l'ex-femme de quelqu'un que vous combattez, à la mère des enfants de quelqu'un que vous combattez, ça va au-delà du principe de la sous-humanité. On sait que vous avez un logiciel politique mafieux, un logiciel politique d'exclusion, de persécution économique et sociale vis-à-vis de votre population. On le sait tout ça. Mais s'attaquer à une innocente, la kidnapper alors qu'elle a une santé actuellement fragile et qu'elle doit se faire opérer de manière imminente, et que chaque seconde où vous la gardez en détention, vous la mettez en danger par rapport à sa santé. Ça, vous êtes en train de montrer à la face du monde le criminel politique que vous êtes en tant que tel. Qu'est-ce que vous me reprochez? D'avoir lancé de manière publique une salutation vis-à-vis de gens.
Voilà qui nous amène à voir à présent la page sportive dans ce journal. Les Léopards de la RDC ont signé leur entrée en compétition ce mardi en battant les Écureuils du Bénin, 1-0. L'unique but congolais a été inscrit à la première période par Théo Bongonda sur un centre d'Arthur Maswaku, comme va nous le dire dans ce commentaire de Christian Bokaya qui se trouve à l'instant même à Rabat au Maroc. Service minimum pour les Léopards dans cette première journée de la CAN face aux Guépards du Bénin. Les Fauves ont réussi à faire le plus dur dans un match piège. Et c'est bien sûr Théo Bongonda qui a débloqué la situation. En termes du nom, sur le terrain, ça se montre autrement. Donc ils ne m'ont pas surpris. On savait qu'ils avaient des qualités et qu'ils pouvaient les montrer aujourd'hui. On a su faire le plus dur, c'est-à-dire rentrer dans la compétition avec une victoire. Je trouve en étant solide défensivement, ce qui est important et ce qui donne de la confiance à l'équipe. Donc non, honnêtement des débuts assez positifs. Après cette victoire laborieuse, il faudra vite tourner la page, puisqu'en ligne des mi-7 décembre, ce sera les remakes des éliminatoires de la Coupe du Monde et c'est cette affiche phare du groupe de la RDC se jouera bien sûr le 27 décembre. Ce sera au grand stade de Tanger. En parlant de la CAN, la ville de Rabat a vibré au rythme de la RDC à l'occasion de l'ouverture du Léopard Business Village Expo CAN Maroc 2025, un événement d'envergure organisé en marge de la Coupe d'Afrique des Nations qui a mis à l'honneur le potentiel touristique, culturel et économique de la RDC. Regardez. Dès 14h30, les invités ont été accueillis dans une ambiance festive, rythmée par des animations culturelles. Plusieurs personnalités politiques, de membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, des opérateurs économiques, ainsi que des représentants des médias ont répondu présent. La cérémonie officielle a débuté par l'exécution des hymnes nationaux. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Maroc, Henri Mangaya, a ouvert la série des allocutions, suivie de Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, architecte du projet et chargé de sa mise en œuvre. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo a fait le choix stratégique de transformer sa participation à la CAN 2025 à un levier de diplomatie économique, culturelle et touristique, en créant un espace structurant, visible et porteur de sens, le Léopard Business Village. Ce village se veut une ambassade éphémère de la République démocratique du Congo, incarnant une vision moderne, ouverte et proactive du rôle de notre pays sur la scène africaine et internationale. L'objectif du Léopard Business Village est de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Maroc en favorisant les échanges économiques, les investissements croisés et le partenariat entre acteurs publics et privés des deux pays. Le village s'articule autour de 3 pôles principaux, à savoir un pavillon d'exposition dédié aux entreprises congolaises, un espace culturel et festif mettant en valeur la gastronomie et les expressions artistiques, ainsi qu'un hub business et diplomatique consacré au panel, rencontres d'affaires et sessions de networking. Présent à la cérémonie, le ministre du Tourisme a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire du tourisme un moteur de développement durable. Il a rappelé que l'événement se tient sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est poursuivie par une immersion culturelle haute en couleurs, marquée notamment par la projection d'un film sur les potentialités touristiques de la RDC, des prestations artistiques marocaines, un défilé de mode et des danses afro-marocaines en fusion. Place au rappel des titres de ce journal à présent. Les États-Unis d'Amérique, pas satisfaits du retrait de la FC-M23 de la ville d'Ouvira, a rapporté ce mardi Reuters, qui cite un haut responsable américain. L'actualité, c'est aussi la nomination d'un Américain à la tête de la MONUSCO. Il se nomme David Gressler. Au Bénin, une ancienne compagne de l'activiste panafricaniste Kémy Séba a été interpellée par la brigade économique et financière, puis plutôt placée en garde à vue selon des sources concordantes. L'opposant béninois a dénoncé dans une vidéo publiée sur Facebook une dérive dictatoriale du régime à la solde de la France.
Et en sport football, la RDC a réussi son entrée à la 35e CAN en battant petitement le Bénin. Les Léopards ont fait l'essentiel devant un adversaire atypique. L'unique but de ce match a été inscrit par Théo Bongonda. Vous avez suivi les explications de Christian Bokaya qui se trouve au stade El Baride de Rabat. Et vous l'aurez compris, c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre attention. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux du directeur général de l'Office congolais de contrôle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À l'aube de l'année 2026, je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel de l'Office congolais de contrôle, ainsi qu'en mon nom propre, vous adresser mes vœux de santé, de sagesse et de réussite dans la noble mission que le peuple congolais vous a confiée, celle de défendre l'intégrité de notre territoire et de restaurer durablement la paix sur toute l'étendue de la République. En cette période particulièrement éprouvante pour notre nation qui fait face à une agression injuste et barbare du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC M23, le peuple congolais reconnaît en votre excellence le symbole du courage. En cette période particulièrement éprouvante pour notre nation qui fait face à une agression injuste et barbare du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC M23, le peuple congolais reconnaît en votre excellence le symbole du courage, du patriotisme et de la détermination face à l'adversité. Votre engagement constant pour la libération totale de notre pays de toute forme d'occupation étrangère, de votre plaidoyer sur la scène internationale pour la souveraineté de la RDC traduisent un leadership visionnaire et profondément enraciné dans l'amour du Congo. Grâce à votre leadership éclairé, le pays a obtenu une victoire diplomatique le 4 décembre 2025 à travers les accords de Washington sous l'égide du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, en présence de certains chefs d'État africains. L'Office congolais de contrôle, en tant qu'instrument de souveraineté économique, technique et scientifique de l'État, s'associe pleinement à votre combat et renouvelle sa fidélité à votre vision de transformation, de redressement et de modernisation du pays. Puisse l'Éternel vous combler de ses grâces et vous accorder la force, la protection et la clairvoyance nécessaires pour conduire notre nation vers son destin de grandeur. Bonne et heureuse année 2026. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2025, Dr Étienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'Office congolais de contrôle. Chers cadres et agents de la Direction générale des impôts, chers partenaires de la Direction générale des impôts, chers opérateurs économiques et autres contribuables, chers usagers du service fiscal, en ce moment si spécial où le monde célèbre la naissance du Christ et s'apprête à accueillir la nouvelle année 2026, j'ai saisi cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs. D'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qui ne cessent de déployer en faveur d'une paix durable, d'un climat des affaires propice, amélioré et d'une fiscalité plus juste au profit de toute la population congolaise. Ensuite, mes vœux s'adressent à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, à l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et à son Excellence Monsieur le ministre des Finances, Doudou Famba Likonde Libotaï, ainsi qu'à l'ensemble des autres membres du gouvernement et aux chefs des institutions de la République. Enfin, j'adresse également mes vœux, les meilleurs à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts, aux partenaires de la DGI,
ainsi qu'aux opérateurs économiques exerçant leurs activités en République démocratique du Congo, aux autres contribuables et usagers de l'administration fiscale. L'année 2025 qui s'achève a été marquée non seulement par des défis majeurs, mais aussi par des avancées significatives pour la Direction générale des impôts. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement de la République à travers le ministère des Finances, notamment la réforme de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux devenus obligatoires pour tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er décembre 2025 et la réforme de la fiscalité directe à l'institution de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le système fiscal congolais, dont la loi irrélative entrera en vigueur le 1er janvier 2026, la Direction générale des impôts poursuit sans désemparer sa modernisation afin de garantir une meilleure transparence, une justice fiscale renforcée, une mobilisation accrue des recettes publiques. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, la machine administrative fiscale tourne actuellement en plein régime dans l'objectif de résoudre tous les aléas éventuels inhérents au basculement vers cette modernisation. Au cours de l'année écoulée, soit en 2024, la Direction générale des impôts avait mobilisé environ 15 163 milliards de francs congolais, soit 5,5 milliards de dollars, représentant plus de 108% des prévisions annuelles fixées à 14 016 milliards de francs congolais, contribuant ainsi de manière significative aux ressources intérieures de l'État. Ces résultats démontrent clairement le rôle central de la DGI dans la réalisation des objectifs budgétaires du pays. Pour cette année finissante, malgré les pesanteurs liées à la crise sécuritaire dans la partie est du pays qui a secoué notamment l'activité économique nationale, ainsi qu'aux chocs monétaires qui n'ont pas manqué d'impacter en dernière minute la mobilisation des recettes, l'administration des impôts a tout de même fait preuve de résilience en maintenant une tendance haussière des recettes susceptibles de conduire à une exécution de plus de 100%. Ces performances sont les fruits de multiples actions administratives menées, dont le renforcement des capacités du personnel qui a bénéficié de plusieurs formations, ateliers, séminaires et formations de mise à niveau, aussi bien au pays qu'à l'extérieur, afin d'améliorer la qualité du service fiscal, de maîtriser de nouvelles réformes et d'accompagner plus efficacement les contribuables. En ce qui concerne l'année 2026 qui s'ouvre avec faste, l'administration fiscale est plus que déterminée à atteindre ou dépasser les assignations des recettes qui seront siennes dans l'objectif de donner au gouvernement les moyens de réaliser les projets de développement qui s'inscrivent dans la vision claire des chefs de l'État. Sur cette note, j'invite tous les contribuables de la République démocratique du Congo à accentuer l'expression du service fiscal, à s'approprier pleinement les réformes en cours et à contribuer ainsi à la construction d'un Congo plus juste, plus prospère et plus stable. Ensemble, continuons dans la voie de la modernisation de l'administration fiscale et du développement national. Je souhaite à tous et à toutes joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Que Dieu bénisse le président de la République et son peuple.